Allô, est-ce que je parle bien, monsieur Rudy Patard? Oui, c'est moi-même. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est Michel Leduc. Oui. Je suis rattachée au laboratoire qui s'appelle Kessler-Brossel à l'École normale supérieure en physique. Je suis physicienne. Je suis directrice de recherche, maintenant émérite, et donc je suis toujours attachée à un groupe de recherche qui travaille dans le domaine des technologies quantiques, et j'ai une fonction disons de représentativité d'un réseau de la région Île-de-France qui finance, ça s'appelle les DIM, domaine d'intérêt majeur, qui finance des travaux sur les technologies quantiques. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne mon travail dans le domaine scientifique. C'est encore relié aux technologies quantiques puisque je suis toujours associée à une équipe qui travaille sur les condensats de Bose-Einstein. Voilà, donc c'est les atomes froids pour lesquels j'ai eu une contribution il y a déjà quelque temps. Donc j'ai travaillé dans le groupe de Cohen-Tanuji, le prix Nobel. Maintenant j'ai d'autres activités. La principale est une activité d'édition parce que je suis la directrice de deux collections chez EDP Sciences. L'une s'appelle Savoirs actuels autres, et elle a plus de 60, je crois que j'en suis maintenant à 70 volumes parus dans les sciences exactes. Donc j'ai été la directrice depuis plus de 30 ans. J'ai une autre collection avec des sciences qui est partie il y a une dizaine d'années, qui a une vingtaine de titres et qui peut-être peut vous intéresser parce qu'elle s'appelle Introduction à, c'est de la vulgarisation, mais de assez haut niveau. J'ai été cooptée comme présidente du COMET, c'est le comité d'éthique du CNRS. C'était en 2012, je crois. Le COMET se renouvelle. C'est un petit think tank de 12 personnes de toutes les disciplines, représentants. Et on espère assez bien l'ensemble des disciplines, encore que ce soit difficile. Il y en a tellement. Par ailleurs, dernière chose, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai été cooptée aussi, ça s'est coopté plus récemment, comme membre du CONFIS, c'est-à-dire le conseil ou comité, je sais plus, scientifique de l'intégrité scientifique, qui est le conseil scientifique de l'Office français de l'intégrité scientifique. C'est un département de la CRS pour l'instant, donc j'avais certainement entendu parler, qui fait les évaluations de beaucoup de choses, des labos, des institutions, des écoles doctorales, et j'en passe. Et alors le COMET, de ce que j'ai pu en lire, rend des avis, mais oui, pas d'autres pouvoirs. N'a aucun pouvoir. Le COMET n'a aucun pouvoir. C'est une, et ne souhaite pas en avoir, c'est une instance de réflexion. L'INSERM en a un aussi, l'INRA, tous les grands instituts, et même les petites écoles, tout le monde a son comité d'éthique. Donc je dis que le COMET, en général, s'auto-saisit, est indépendant, mais il est parfois aussi, c'est dans ses statuts, c'est possible, saisi par le président du CNRS ou par les numéros 1 et 2, le directeur de la recherche et le directeur des ressources, et le conseil d'administration aussi peut le saisir. Voilà. On a été très rarement, enfin moi, depuis que j'y suis depuis 9 ans, saisi que 2 fois. Et est-ce qu'il y a des moyens de saisine externes? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a aucune saisine externe. Évidemment, nous écoutons les questions qui sont posées, par exemple, par le conseil scientifique du CNRS, ce que j'ai pas dit, mais les membres du comité d'éthique du CNRS sont tous en prise dans le milieu scientifique. Ce sont pas des administratifs du tout. Ce sont pas des gens qui ont été rejetés par le système. On n'a même pas. Oui, on devrait, ça serait bien avoir quand même un ingénieur ou
ou un bibliothécaire, mais pour l'instant, ça s'est pas trouvé. Donc on est tous des chercheurs. Voilà. Peut-être cette difficulté à trouver un consensus. Est-ce que le Comet au sein du groupe de réflexion se pose une forme de philosophie morale, une forme de hiérarchie de valeurs sur lequel reposeraient ses avis? Alors, écoutez, jusque maintenant, enfin, moi, pour les 9 ans où j'ai été, et puis d'après ce que j'ai vu des autres avis précédents, le Comet a toujours travaillé par consensus, a toujours trouvé un consensus. Alors, pour trouver, peut-être que ça veut dire qu'il a fait des avis qui sont un peu mous ou un peu robinet d'eau tiède, comme on dit vulgairement. Peut-être. C'est souvent entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales qu'il y a des visions qui sont différentes. Et donc on essaye de trouver, vous voyez, on a quand même une aile du commerce qui est assez sciences et société, sciences, je sais pas comment on appelle ça, en anglais, social science, non c'est pas ça. Oui, voilà. Et puis les scientifiques des sciences exactes comme moi, qui ont quand même qui sont un petit peu, je veux pas dire scientistes, mais enfin qui croient quand même au progrès par la science, parce que sinon ils n'en feraient pas. Donc, vous voyez, il y a par rapport à l'idée de progrès, qui est d'ailleurs une idée qui n'est plus du tout à la mode, par rapport à l'idée de progrès, il y a quand même des divergences dans le comité et qui dépendent beaucoup de la discipline. Mais jusqu'à maintenant, on a procédé par consensus et on a fait les avis sans qu'il y ait des avis et des oppositions. Alors, en ce sens, on diffère du CCNE, du Conseil national d'éthique, là, qui est présidé par De Frécy, qu'on a beaucoup entendu là, avec la crise. Donc là, mais ils sont beaucoup plus nombreux, ils représentent la population en général, il y a de tout, il y a des religieux, il y a des syndicalistes, donc CCNE, il y a de tout. Et donc ils ont souvent des positions avec des pour et des contre. Des majorités, hein, mais donc leurs rapports ont souvent de toute façon ils travaillent pas sur les mêmes choses que le comité d'éthique du CNRS. S'ils travaillent sur des sujets du genre la fin de la vie, la PMA, etc., tout ça, on évite complètement de travailler sur des sujets comme ça, bien qu'ils soient totalement éthiques. Au comité du CNRS, on va pas marcher sur les plates-bandes du CCNE. Oui. Alors pour recentrer un peu l'échange sur la question de la publication scientifique, oui. Alors vous mentionniez les avis précédents. Il y avait en 2012 et 2011 la question du libre accès aux publications scientifiques et la C'était déjà, on en parlait déjà, hein. Oui. Oui. Moi je vais relever pendant mes travaux de thèse en laboratoire l'avis pour le CNRS qui était une invitation finalement à l'archivage, qui avait été assez peu suivi d'après les statistiques, contrairement à d'autres institutions comme l'INRA, l'INRIA, l'INSERM, chez qui c'était requis. C'était une oui, le CNRS n'a pas été très en avance. Enfin, on avait pris dès l'été 2012, je me souviens, une position très favorable aux archives ouvertes HAL, qui existaient déjà. Et donc, et qui fonctionnaient, mais sans être généralisées et qui avaient besoin de beaucoup de soutien. On avait pris une position de principe qui n'avait pas eu un écho fantastique dans mon souvenir. Évidemment pas toutes les disciplines. Il y en a qui trouvent que c'est dangereux, qu'on va se faire prendre des idées, puis il y a des éditeurs qui n'aiment pas ça, des éditeurs à qui on a soumis la revue. Bon, enfin bref, ça c'est pour les publications. Mais le HAL fait aussi autre chose pour les publications.
ils abritent les épijournaux. Et donc les épijournaux, c'est une autre façon de publier, c'est à petite échelle, hein, bien sûr. Mais ce sont des tentatives intéressantes, et donc les épijournaux sont abrités par HAL. Ça, vous devez savoir tout ça. C'est bien expliqué dans notre avis. Hein. Et donc, justement, par rapport à epicence.org et ce qu'on appelle les overlay journals, donc les journaux en surcouche d'archives, alors que ces épijournaux sous forme overlay journals existent quasiment à la création des archives telles que Archive, je n'ai pas relevé de position du CNRS pour inciter un peu plus fortement les chercheurs, et je n'ai pas vu de réflexion sur la question de la responsabilité des chercheurs vis-à-vis de la société et des contribuables, dans le fait justement de céder à titre gracieux, ce qui serait une clause léonine en droit français, à des éditeurs privés lucratifs qui finalement contribuent à une privatisation. C'est un petit peu ce qu'on a fait, quand même dans notre avis du COMEX. C'est pas le CNRS en général. Vous avez le livre blanc de la liste, hein, quand même, que vous pouvez consulter. Ils ont fait toute une analyse. C'est le précédent directeur de la DIS, Direction d'information scientifique et technique, du CNRS, a fait tout un livre blanc qui a dû paraître, moi je dirais, il y a 5-6 ans. Vous regardez, là, est-ce qu'ils ont fait une critique des éditeurs privés? Je suis pas sûre. C'est plutôt nous, au COMEX, qui d'un point de vue éthique, déjà dans le texte de 2012, là, de Parasier, qui n'a d'ailleurs pas été rédigé par notre comité, mais pas celui d'avant, mais peu importe, on l'a endossé. Donc c'est quand même nous qui, dans ce texte assez fondamental qui vient de paraître sur les publications en accès et la science ouverte, on a quand même pas mal expliqué ce qui tombe sous le sens de l'évidence, que les éditeurs privés, certains éditeurs privés se font du bénéfice, ont capté le bassin des résultats de la science qui résulte de financement de la société, et l'ont capté à leur profit. C'est quand même bien expliqué tout ça dans notre texte. Oui, je remets pas en cause l'explication. La question que je me pose, c'est finalement au sein du CNRS et des institutions, qu'est-ce qui retient les chercheurs au sein des comités éditoriaux, au sein des groupes de revues, qui finalement contribuent à la valeur de ces journaux privés lucratifs, alors que le CNRS, par exemple, héberge des systèmes de revues alternatives tels que Epicence, en fait. C'est cette contradiction. Oui, mais attendez, Epicence, moi j'aime beaucoup Epicence. S'ils sont gentils, Epicence, mais c'est quand même très petit, hein. C'est sur des petits secteurs, et puis c'est pas la solution générale au problème de l'édition scientifique. Comment vous dire, vous savez comment ça marche. Et puis le travail est fait par des chercheurs, là, pour le coup, dans Epicence. C'est eux qui font tout le travail de l'édition. Donc il faut quand même, faut pas exagérer dans la publication diamant, ou je sais pas comment. Personne ne paye pour rien, tout le monde travaille gratis, c'est pas possible. D'ailleurs, on le dit bien dans notre texte, on a quand même besoin du métier d'éditeur pour que tout ce travail ne repose pas à 100% sur le chercheur lui-même, parce que les chercheurs ont autre chose à faire que de faire le métier d'éditeur. C'est-à-dire, il y a quand même un travail incompressible dans le métier de l'édition scientifique, et il faut réceptionner le manuscrit, il faut trouver
des rapporteurs, il faut l'envoyer au rapporteur, il faut faire le peer review, ensuite il faut collecter les avis du peer review, l'envoyer aux auteurs, faire travailler sur les articles, et puis ensuite le publier, ensuite en ligne ou pas, mais plutôt en ligne. Ensuite, il faut l'archiver. Ensuite, il y a un travail incompressible. Alors, ce qu'on a dit, c'est que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que tout soit gratuit pour le chercheur et que en plus il fasse rien du travail d'édition. Il faut trouver un système qui permette de faire ça sans que ce soit engraisser des éditeurs privés qui font payer des APC, comme on dit, des droits pour des tarifs exorbitants. Voilà. C'est ce qu'a essayé de dire le plan S, c'est qu'il fallait pas, d'abord ils ont dit qu'il fallait pas payer deux fois pour éditer en ligne et puis ensuite payer les revues dans la bibliothèque. Donc ils étaient contre les modèles hybrides, à tout à fait juste titre. Et puis ils ont dit que il ne fallait pas que les institutions acceptent de faire payer ou de payer des frais d'APC qui dépassent les tarifs raisonnables. C'est ça qu'ils ont dit dans le plan S. Le point 8, c'est pour les modèles hybrides. Et bon, ils ont dit plein de choses dans le plan S, mais en fait, au total, ils sont quand même pour le modèle Gold. Ils sont pour le modèle. On paye l'éditeur, mais on paye raisonnablement. Voilà. Et est-ce que de fait, avec votre pratique éditoriale, que ce soit vulgarisation ou EDP, vous avez, pour avoir rendu cet avis sur le côté inatteignable de la voie de diamant, documenté de façon quantifiée cette charge de travail d'édition finalement? Bah écoutez, non, on n'a pas fait ça de façon quantifiée. Personne, chez les chercheurs, et il y a eu des enquêtes dans toutes les disciplines, personne n'est favorable à l'idée de supprimer le peer review. Voilà. Alors le peer review, on a fait tout un topo dans plusieurs avis d'ailleurs au COMEX sur le fait que le peer review a beaucoup de défauts. Il peut être contourné, il peut y avoir des biais, il peut être fait trop vite. Les grands éditeurs font trop de pression pour que ça soit rapide, etc., etc. Vous avez même des éditeurs qui ont enfin bon, il y a eu des tas de fraudes au peer review. Okay. Mais y compris de la part d'éditeurs connus. Mais bref. Ça, je suis d'accord, que l'activité de relecture par les pairs est bien faite par les pairs et donc par les chercheurs. C'est le travail que vous pouvez considérer comme éditorial, c'est celui de mise en relation, de recherche des rapporteurs. Voilà, ça c'est du travail déjà. Hein. Ensuite, il faut le faire, il faut recueillir des avis, il faut presser les rapporteurs qui n'ont pas fait, les remplacer quand ils sont mauvais, évaluer la qualité du rapport qui est fait, etc. C'est du travail, ça. Est-ce qu'il y a eu des interrogations d'épistémologues ou de chercheurs dans la science de la documentation et de l'information, justement pour ces systèmes potentiellement alternatifs sur les mécanismes de revue, de façon à alléger finalement la charge de travail d'édition qui pèserait sur des chercheurs pour des modèles type EpiScience? Oui, alors on a pas mal consulté. On a consulté effectivement. Si vous voyez à la fin de notre avis, je crois qu'on a mis la liste des gens qu'on a consultés. Dedans, il y a des gens des sciences humaines, il y a des sociologues, ou épistémologues ou les deux, qui avaient beaucoup réfléchi à tout ça. Et on a un peu réfléchi à des modèles alternatifs d'évaluation
qui sont, alors d'abord, il y a le modèle mission préprint, c'est ce qu'on fait en physique. Mais on met sur préprint et puis on le soumet à une revue en même temps. Le même jour, hein, je mets mon article là sur le compte maths et puis je l'envoie et donc il est automatiquement sur HAL puisque les deux sont liés et puis je l'envoie je sais pas, je dis pas Nature et Science parce que j'essaye d'éviter mais une revue européenne. Voilà. On fait ça et puis donc immédiatement dans notre communauté, tous les chercheurs qui sont intéressés par le sujet, tous les docs et post-docs, le matin, quand ils arrivent, ils ouvrent leur ordinateur et regardent ce qui a été déposé pendant la nuit sur CodeMath. Ils voient, ah, Michel Leduc a un article sur la condensation de l'hélium, on va regarder. Et aussitôt, vous avez tous les collègues intéressés qui vous envoient des messages. Vous ne m'avez pas cité, ça c'est tout. Vous auriez pu, parce que moi j'ai fait des choses qui ressemblent à ça. Et puis là, je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que moi j'ai une théorie qui dit le contraire, ou bien moi j'ai fait des calculs là-dessus, et puis voilà. Et il y a des discussions très intéressantes qui se font avant que la publication soit envoyée, donc c'est-à-dire qu'on est susceptible d'améliorer l'article avec ce qui nous arrive avant qu'il soit publié. Et donc ça c'est possible ça donne une idée où on pourrait se passer de l'envoi à deux rapporteurs, comme va faire plus tard l'éditeur, à qui on envoyait l'article. On pourrait s'en passer et on pourrait faire une discussion en ligne. Vous voyez? Mais il y a quand même au bout une nécessité qu'un éditeur le publie, parce que ça va pas rester comme ça, il faut qu'il y ait une version finale. Donc il y a des modèles que je trouve intéressants, et d'ailleurs il y en a un qu'on a signalé dans notre avis, qui est de faire en deux temps. Faire premièrement mettre l'article en ligne. Et attendre qu'il y ait une réaction des gens intéressés, des collègues intéressés, ce qui permet à l'auteur de l'améliorer, et ensuite, cette version améliorée, ça prend plus de temps, cette version améliorée, ensuite, elle est envoyée à deux rapporteurs par l'éditeur, qui donc est en open access dans cette version-là, et donc fait payer mais pas cher parce que le peer review a été déjà un petit peu fait, l'article a été déjà un peu amélioré par l'auteur et du coup ça permet de réduire les articles inintéressants, de changer le taux de sélection des articles et donc ça permet d'avoir des frais, c'est le modèle Gold quand même, mais Gold amélioré avec peer review avant. Vous voyez, c'est un modèle. Le F1000, le Faculty of Thousands. Non, ça a été étudié dans la géoscience, je peux vous le retrouver dans notre article, et il y a une revue de résonance magnétique nucléaire qui a pris ce modèle. Enfin, il y a plein de solutions, il y a plein de solutions alternatives, mais il y a toujours un moment quand même où il faut qu'il y ait le peer review et la certification. Parce que vous avez, je ne sais pas si c'est très dans notre avis, mais vous avez la certification et la validation qui sont pas la même chose. La validation, c'est fait par des pairs, et puis la certification, c'est une revue qui certifie que vous avez bien publié dans à telle date et qui vous donne la certification. C'est pas tout à fait pareil que la validation. Vous pouvez être validé, mais sans qu'il soit vraiment certifié. Bon, je sais pas, c'est compliqué, Vous avez les modèles post-publication, c'est ce que je disais. C'est donc post-publication. L'article est déjà publié, les auteurs ont payé ou pas payé pour l'avoir en ligne, de toute façon il finit toujours par être en ligne, et à ce moment-là vous avez des post-publications, vous avez des critiques qui apparaissent, des discussions qui se font, mais c'est un peu dommage que ce soit post-publication, parce qu'une fois que c'est publié, vous pouvez avoir, c'est un peu tard, vous voyez, oui. pour faire
Et dans ces C'est discussions, comme ça que vous justement, tombez sur c'est la... comme ça que vous tombez dans les filets de PubPeer et des réseaux qui font des post-publications, des discussions post-publications qui dénoncent des fraudes ou des erreurs, etc., etc. Mais c'est un peu dommage que ce soit après tout, quoi. Il vaudrait mieux que ce soit avant. Vous croyez pas? Des difficultés à comprendre, ce qui maintient finalement les chercheurs et les institutions dans ce modèle de... Alors, moi, je vous dirais, j'ai une réponse qui est aussi traitée dans notre article, dans notre avis, c'est que malgré tout, les publications certifiées et validées servent à construire l'évaluation du chercheur. Oui. Il faut bien qu'on ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Sinon, vous pouvez pas dire « Ah, moi, j'ai publié sur les préprints de Hall 5 articles sur les médicaments pour le Covid, et puis vous savez, il y a eu beaucoup de commentaires, il y en avait des pour, il y en avait des contre, et puis finalement c'est pas ce que ça vaut, et puis comment voulez-vous qu'on évalue ce chercheur? J'exagère, hein? Donc moi je pense que la question d'évaluation, elle est totalement liée à la question des publications, comme on l'a dit. Alors l'évaluation, maintenant, elle a beaucoup de défauts. Ça c'est la tarte à la crème, tout le monde le dit, mais personne ne sait quoi faire. L'évaluation au CNRS comme ailleurs, elle se fait, c'est international, elle se fait beaucoup sur les revues qui sont très bien cotées. Et comme par chance, comme malheureusement, ces revues très bien cotées, ces revues de prestige, c'est aussi celles qui vous font payer très cher des APC pour publier dedans. Donc on tourne en rond là, hein, avec ça. Donc on dit, et d'ailleurs je crois bien que le plan S avait dit, aussi tous les gens raisonnables disent il faut sortir de ce système absurde. Il faut qu'on puisse publier de façon diversifiée. Une revue spécialisée peut être aussi intéressante et même mieux citée qu'une revue très cotée comme Nature ou Science ou Lancet ou j'en passe. Mais il faut que les comités d'évaluation, y compris les instances du CNRS, je parle même pas du CNU parce que vous vaut mieux pas en parler, les instances du CNRS qui font l'évaluation on leur donne les consignes, le président va les voir, leur dit tenez compte de la diversité des publications, ne comptez pas les Nature et Science pour faire vos classements, et ça c'est appliquer les principes de Dora. Hein, le Dora c'était cette pétition, vous connaissez Dora? Oui, San Francisco. Oui, voilà. Alors, appliquez bien Dora, hein, tout le monde dit appliquez bien Dora, c'est très important. Et puis comment voulez-vous faire? Les pauvres chercheurs, moi j'ai une fille qui est dans les commissions du CNRS en biologie, comment voulez-vous faire quand vous avez 150 dossiers et que vous devez en choisir 4 et qui là-dedans il y en a la moitié qui sont excellents, donc c'est une solution de facilité, mais on n'en sort pas, hein. Voilà. Donc c'est vraiment lié, et ils jouent là-dessus, nos grands éditeurs de prestige, ils jouent sur le fait qu'ils savent très bien qu'une publication chez eux, ça vaut 10 publications ailleurs, dans l'esprit de ceux qui font les classements des chercheurs. Donc c'est ça qui aussi stabilise le CNRS, le système. Alors je vais essayer de pas m'emballer sur le deuxième point de mon sujet de recherche qui est la décision multicritère, mais justement Bah oui, c'est bien la décision multicritère, et donc on est tout à fait pour, et si vous avez vu dans notre avis, c'est une des recommandations qu'on fait. Quand vous évaluez les chercheurs, prenez des multicritères, voyez ce qu'ils ont fait ça, mais ils ont fait aussi de l'enseignement, mais ils ont fait aussi du peer review pour leurs collègues, mais ils ont fait aussi de la vulgarisation, mais ils ont fait aussi ils ont fait plein de choses, et tenez compte de tout ça, quoi. Voilà. On le dit, hein. C'était même le sujet, si vous voulez le savoir, vous l'avez peut-être vu, du colloque international de Hong Kong il y a 2 ans sur l'intégrité scientifique. Et en fait, par l'intégrité, ils n'ont parlé que de ça, de l'évaluation des chercheurs.
et des multicritères. Donc, vous êtes bien placé, je pense, c'est ça que vous voulez dire. Bah, en tout cas, ça me semble être un point central dans la question. Vous parlez d'or, et je suis entièrement d'accord. Mais je de fait, veux vous dire, c'est pas appliqué, hein. Oui, mais justement, je suis surpris que, alors qu'il y a des mathématiciens et des informaticiens au CNRS, que cette discipline-là n'alimente pas les modèles décisionnels des instances de gouvernance de ces institutions, finalement. Comme si la science n'écoutait pas elle-même pour prendre des décisions. Pourquoi les mathématiciens et les informaticiens plus que les autres? Alors, je parle des mathématiciens et des informaticiens parce que c'est dans ces disciplines-là qu'on traite de la décision multicritère, dans la mesure où le cerveau humain ne traite que 4 à 5 pièces d'information, et que donc c'est une décision assistée, qui requiert les systèmes informatiques pour prendre en compte plus de critères, et que les modèles sur la question de la préférence et du choix multicritère sont des modèles mathématiques. En France, on a Roy et Bouissou, qui sont des auteurs majeurs du sujet. En tout cas, on n'a peut-être pas tout à fait la même définition des multicritères que moi je vous donnais des multicritères sur les activités des chercheurs dont on avait à tenir compte quand on les évalue, mais c'était peut-être pas ça que vous vouliez dire. La question n'est pas tant dans la contenance de l'indicateur que de la façon de traiter la multiplicité de l'information. Le fait qu'un indicateur, comme par exemple en économie, un indicateur monétaire prenne le dessus sur d'autres, c'est le fait que l'humain cherche une synthèse pour sa prise de décision, et donc la réduction du nombre d'informations et une nécessité du processus de décision non assistée, en tout cas la décision humaine, et donc les mécanismes mathématiques pour déterminer la préférence au sein d'un grand nombre de dimensions, ça c'est étudié. Alors je dis mathématiciens, informaticiens et aussi des psychologues. Je pense à des revues comme Mathematical Psychology. Mais en tout cas, je trouve curieux que sur ce type de point, par exemple, il n'y ait pas une interrogation spécifique de cette discipline-là quand un objet en particulier est observé comme un point de crispation particulier. Oui, c'est vrai, oui, peut-être. C'est parce que bon, le poids tous les critères, c'est pas quantitatif, ça se fait pas comme ça quantitativement, hein, et mathématiquement. Le poids des publications dans l'évaluation, il est majeur, hein, parce que vous définissez quand même parce que les résultats que vous avez affichés. Le reste, c'est je dirais que c'est non plus ce qu'il faut pas oublier, mais vous pouvez pas, je vois pas comment vous pouvez le quantifier et que vous voulez dire dans l'esprit de celui qui va évaluer comment il va hiérarchiser tous ces critères et est-ce qu'il va les prendre tous en compte parce que son esprit va être formé à regarder que 3 ou 4, c'est un peu ça votre J'essaie de comprendre ce que vous dites. Oui, pardon. Je disais tout à l'heure d'essayer de pas m'emballer dans le sujet. Ok, donc les critères, vous savez, c'est des critères, les autres critères, c'est des critères, je dirais, un peu secondaires sur l'activité du chercheur. L'activité du chercheur, elle est jugée par sa production et par son impact, l'impact de cette production. Oui, mais la quantification de cette production et de son impact, c'est pas au kilo de papier. Ah non, c'est vrai. Alors, l'impact est plus difficile. D'ailleurs, quand on fait des évaluations pour l'Europe, comme moi je suis en train de faire, ils vous demandent d'abord ce que vous pensez du projet, est-ce que ça va donner un résultat, et puis ensuite ils disent l'impact. Quel est l'impact que vous pensez que ça aura? L'impact, ça je crois que c'est difficilement évalué par les évaluateurs. Ils regardent des publications, puis ensuite ils regardent l'impact, c'est un peu les citations. Combien de fois ce papier a été cité, et puis s'ils sont un peu plus
perfectionniste, il regarde combien de papiers s'en inspire et qu'est-ce que ça a inspiré comme recherche à la suite. Ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça a eu comme suite dans l'équipe en question et dans les autres équipes dans le monde. Ça, c'est l'impact. Et vous avez aussi des impacts économiques. Est-ce que il y a eu des applications qui ont abouti à des produits qui se sont vendus? Est-ce que vous avez eu, des impacts sociétaux? Est-ce que vous avez eu tout ça? Il y a les impacts. Et donc, effectivement. Pour ce type d'évaluation, vous avez des trames qui vous sont fournies ou il y a des traces écrites? Oui, je suis évaluateur pour l'Europe de projets dans les plans FET Open, les projets innovants. Bon, donc je dis ça comme ça, n'est-ce pas? Donc j'ai fait des évaluations comme ça récemment. Mais c'est des évaluations de projets, c'est pas des évaluations de personnes. Donc vous me parlez quand même des carrières. Donc il faut. Ça peut être personne et projet, parce qu'après c'est le financement de la recherche basculant dans un mode de financement par projet. Je pense que les deux sont à observer. Oui. Mais en ce qui concerne des sources publiques, je veux bien les URL pour m'en nourrir. Donc si on parle de l'évaluation des chercheurs pour leur promotion, pour leur comment dire, savoir, ça leur donne un emploi déjà, puisqu'en France c'est des emplois permanents. Donc l'embauche, voilà, c'est cherche un mot, pour l'embauche, pour la progression de carrière, et aussi pour l'attribution de crédit sur projet ou pas, sur projet, mais enfin maintenant c'est beaucoup sur projet. La question est quels critères on prend, c'est ça, hein. Est-ce qu'on prend ce qu'ils ont fait, l'impact de ce qu'ils ont fait, donc au-delà des publications, il y a une évaluation multicritère qui tient compte des retombées économiques, sociales, et donc ce qu'on appelle l'impact aussi. Donc, vous me demandez est-ce que les évaluateurs du CNRS, je vous dis ça pour parler de cas concrets, dans les commissions du CNRS, les commissions, vous savez, au comité national, et s'ils tiennent compte de ça. La réponse c'est oui, ils ont ça dans leurs critères, parce que ils ont des grilles moi je vois ça avec ma fille, ils ont des grilles de critères à appliquer quand ils font leurs évaluations. Et donc c'est des grilles multicritères. Hein. Mais des grilles pondérées ou c'est des grilles simplement nominatives je pense pas que ça soit pondéré. Ah non, dans les projets européens, c'est pondéré. Vous avez 60%, vous mettez une note qui est 60% pour la qualité scientifique du projet, vous avez 20% pour l'impact, vous avez 20% pour la dissémination, bon, vous avez des trucs comme ça. Au CNRS, je crois pas, hein, que ce soit avec des notes, je crois pas. Mais ça, il faut que vous demandiez à des gens qui sont dans les commissions. Mais c'est multicritères, les critères, attendez, c'est pas juste, est-ce qu'il a 50 PRL, hein, c'est aussi combien ils sont cités. On essaie d'éviter de parler de facteurs H ou autres, mais n'empêche que ça empêche les évaluateurs le regardent quand même, bien que Dora dise qu'il ne faille pas le faire. Donc, le biais de disponibilité de l'information qui pousse à la regarder. Oui, je veux dire l'urgence et puis la difficulté de choisir entre tant vous avez 20 très bons chercheurs du CNRS qui sont chargés de recherche et vous devez passer 4 passer directeur. Bon, je dis ça comme c'est autre chose. C'est pas le plus tragique, hein. Eh bien, il faut quand même que ce soit multicritère. Vous avez les publications, mais pour passer directeur, vous avez d'autres critères. Est-ce qu'ils ont pris des responsabilités dans la communauté? Est-ce qu'ils ont fait des travaux de direction?
Est-ce qu'ils ont été dans des comités internationaux? Vous voyez, il y a des critères comme ça. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de conférences à l'étranger? Est-ce qu'ils ont publié dans de la dissémination scientifique? C'est multicritère, hein, à cet égard. Bien sûr, c'est multicritère, mais c'est pas pondéré. Je crois pas. Mais si vous manque un des critères principaux, ça marche pas. Pour passer directeur, est-ce que vous avez une liste de publications suffisamment étoffée? Critère numéro 1. Numéro 2, est-ce que vous avez pris des responsabilités par rapport à la communauté scientifique? Numéro 2, est-ce que vous avez formé des jeunes suffisamment? Est-ce que vous avez dirigé des thèses? C'est pas marqué, il en faut 20 pour passer directeur, mais voilà. En plus, ça dépend beaucoup des disciplines. Vous voyez, vous avez des critères comme ça. Puis après, c'est des critères moins importants. Est-ce que vous êtes impliqué dans la dissémination pour le public? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour favoriser les femmes? Je dis ça, c'est le dernier des critères, mais enfin, il est en fait partie aussi. La hiérarchie de ces critères est explicite dans les documents? Elle est implicite. Implicite. Mais, oui, implicite, oui. Et justement, est-ce que le Comet a publié des avis spécifiques au mode d'évaluation avec le questionnement de la part d'arbitraire de ce caractère implicite des hiérarchies sur les critères ou sur la façon de valider un critère? Non, pas spécialement. D'ailleurs, on n'a pas regardé de près les critères On a dit qu'il y avait des critères qui n'étaient pas pris en compte et qu'on pense que c'était important dans l'évaluation, qui sont les critères dans la publication, dans la vie publication, l'implication dans le peer review et puis l'implication dans des revues, donc et le travail qui a été fait pour l'édition. Si on a rajouté un critère, disons. Ce que je vous ai dit, la conclusion, c'est que la question des publications, elle est très complexe, elle est en devenir, elle devrait s'améliorer, mais on se heurte à des intérêts quand même financiers puissants avec ceux des grands éditeurs scientifiques qui sont parmi les sociétés privées qui font le plus de bénéfices. Et donc, pour l'instant, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, mais malgré tout, la clé est quand même dans les mains de la communauté scientifique, puisque ces éditeurs vivent du travail de la communauté scientifique. Et donc, très crûment, je dirais que si la communauté scientifique prend ce problème, et je pense que les grandes institutions commencent à le prendre en main, peut-être que la situation va changer. Voilà.